Conte merveilleux de Hans Christian Andersen. Tome 2. La petite sirène. Au large dans la mer, l'eau est bleue, comme les pétales du plus beau bleuet, et transparente comme le plus pur cristal. Mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'ancre et qu'il faudra mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont leur demeure. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a là que des fonds de sable nus blancs. Non, il y pousse les arbres et les plantes les plus étranges, dont les tiges et les feuilles sont si souples qu'elles ondulent au moindre mouvement de l'eau. On dirait qu'elles sont vivantes. Tous les poissons, grands et petits, glissent dans les branches comme ici les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond s'élève le château du roi de la mer. Les murs en sont de corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ambre le plus transparent. Mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en est féerique, car dans chaque coquillage il y a des perles brillantes, dont une seule serait un ornement splendide sur la couronne d'une reine. Le roi de la mer était veuf depuis de longues années. Sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, mais fière de sa noblesse. Elle portait 12 huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à 6. Elle méritait du reste de grands éloges, et cela surtout parce qu'elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient 6 enfants charmantes, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. La peau fine et transparente, tel un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Mais comme tous les autres, elle n'avait pas de pieds. Son corps se terminait en queue de poisson. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin, mais bleu comme le soufre en flamme. Surtout, cela planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur, avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Par temps très calme, on apercevait le soleil comme une fleur de pourpre, dont la corolle irradiait des faisceaux de lumière. Chaque princesse avait son carré de jardin où elle pouvait bêcher et planter à son gré. L'une donnait à sa corbeille de fleurs la forme d'une baleine, l'autre préférait qu'elle figurât une sirène, mais la plus jeune fit la sienne toute ronde comme le soleil, et n'y planta que des fleurs éclatantes comme lui. C'était une singulière enfant, silencieuse et réfléchie. Tandis que ses sœurs ornaient leur jardinet des objets les plus disparates tombés de navires naufragés, elle ne voulut, en dehors des fleurs rouges comme le soleil de là-haut, qu'une statuette de marbre, un charmant jeune homme taillé dans une pierre d'une blancheur pure et échoué, par suite d'un naufrage, au fond de la mer. Elle planta près de la statue un saule pleureur rouge qui grandit à merveille. Elle n'avait pas de plus grande joie que d'entendre parler du monde des humains. La grand-mère devait raconter tout ce qu'elle savait, des bateaux et des villes, des hommes et des bêtes, et ce qui l'étonnait le plus, c'est que là-haut, sur la terre, les fleurs eussent un parfum, ce qu'elles n'avaient pas au fond de la mer, et que la forêt y fût verte, et que les poissons voltigeant dans les branches chantassent si délicieusement que c'en était un plaisir. C'étaient les oiseaux que la grand-mère appelait poissons. Autrement, les petites filles ne l'auraient pas comprise, n'ayant jamais vu d'oiseaux. Quand vous aurez 15 ans, dit la grand-mère, vous aurez la permission de monter à la surface, de vous asseoir au clair de lune sur les rochers, et de voir passer les grands vaisseaux qui naviguent, et vous verrez les forêts et les villes. Vous verrez. Au cours de l'année, l'une des sœurs eut 15 ans, et comme elles se suivaient toutes à 1 an de distance, la plus jeune devait attendre 5 grandes années avant de pouvoir monter du fond de la mer. Mais chacune promettait aux plus jeunes de leur raconter ce qu'elle avait vu de plus beau dès le premier jour. Grand-mère n'en disait jamais assez à leur gré. Elle voulait savoir tant de choses. Aucune n'était plus impatiente que la plus jeune. Justement, celle qui avait le plus longtemps à attendre, la silencieuse, la pensive.
Que de nuits elle passait debout à la fenêtre ouverte, scrutant la sombre eau bleue que les poissons battaient de leurs nageoires et de leur queue. Elle apercevait la lune et les étoiles plus pâles, il est vrai, à travers l'eau, mais plus grandes aussi qu'à nos yeux. Si parfois un nuage noir glissait au-dessous d'elle, la petite savait que c'était une baleine qui nageait dans la mer, ou encore un navire portant de nombreux hommes, lesquels ne pensaient sûrement pas qu'une adorable petite sirène, là, tout en bas, tendait ses fines mains blanches vers la quille du bateau. Vint le temps où l'aînée des princesses eut 15 ans, et put monter à la surface de la mer. À son retour, elle avait 1000 choses à raconter, mais le plus grand plaisir, disait-elle, était de s'étendre au clair de lune, sur un banc de sable, par une mer calme, et de voir, tout près de la côte, la grande ville aux lumières scintillantes comme des centaines d'étoiles, d'entendre la musique et tout ce vacarme de voitures et de gens, d'apercevoir tant de tours d'églises et de clochers, d'entendre sonner les cloches. Justement, parce qu'elle ne pouvait y aller, c'était de cela qu'elle avait le plus grand désir. Oh, comme la plus jeune sœur l'écoutait passionnément. Et depuis lors, le soir, lorsqu'elle se tenait près de la fenêtre ouverte et regardait en haut, à travers l'eau sombre et bleue, elle pensait à la grande ville et à ses rumeurs, et il lui semblait entendre le son des cloches descendant jusqu'à elle. L'année suivante, il fut permis à la deuxième sœur de monter à la surface et de nager comme elle le voudrait. Elle émergea juste au moment du coucher du soleil, et ce spectacle lui parut le plus merveilleux. Tout le ciel semblait d'or, et les nuages, comment décrire leur splendeur, pourpres et violets, ils voguaient au-dessus d'elle, mais plus rapides qu'eux. Comme un long voile blanc, une troupe de cygnes sauvages volait très bas au-dessus de l'eau, vers le soleil qui baissait. Elle avait nagé de ce côté, mais il s'était enfoncé. Il avait disparu, et la lueur rose s'était éteinte sur la mer et sur les nuages. L'année suivante, ce fut le tour de la troisième sœur. Elle était la plus hardie de toutes. Aussi remonta-t-elle le cours d'un large fleuve qui se jetait dans la mer. Elle vit de jolies collines couvertes de vignes, des châteaux et des fermes apparaissaient au milieu de la forêt. Elle entendait les oiseaux chanter, et le soleil ardent l'obligeait souvent à plonger pour rafraîchir son visage brûlant. Dans une petite anse, elle rencontra un groupe d'enfants qui couraient tout nus et barbotaient dans l'eau. Elle aurait aimé jouer avec eux, mais ils s'enfuirent, effrayés. Et un petit animal noir, c'était un chien, mais elle n'en avait jamais vu, aboya si férocement après elle qu'elle prit peur et nagea vers le large. La quatrième n'était pas si téméraire. Elle resta au large et raconta que c'était là, précisément, le plus beau. On voyait à des lieues autour de soi, et le ciel, au-dessus, semblait une grande cloche de verre. Elle avait bien vu des navires, mais de très loin. Ils ressemblaient à de grandes mouettes. Les dauphins avaient fait des culbutes, et les immenses baleines avaient fait jaillir l'eau de leurs narines, des centaines de jets d'eau. Vint enfin le tour de la cinquième sœur. Son anniversaire se trouvait en hiver. Elle vit ce que les autres n'avaient pas vu. La mer était toute verte. De-ci de là flottaient de grands icebergs dont chacun avait l'air d'une perle. Elle était montée sur l'un d'eux, et tous les voiliers s'écartaient, effrayés, de l'endroit où elle était assise, ses longs cheveux flottant au vent. Mais vers le soir, les nuages obscurcirent le ciel, il y eut des éclairs et du tonnerre, la mer Noire élevait très haut les blocs de glace, scintillant dans le zigzag de la foudre. Sur tous les bateaux, on carguait les voiles dans l'angoisse et l'inquiétude. Mais elle, assise sur l'iceberg flottant, regardait la lame bleue de l'éclair tomber dans la mer, un instant illuminée. La première fois que l'une des sœurs émergeait à la surface de la mer, elle était toujours enchantée de la beauté, de la nouveauté du spectacle. Mais, devenues des filles adultes, lorsqu'elles étaient libres d'y remonter comme elles le voulaient, cela leur devenait indifférent. Elles regrettaient leur foyer, et au bout d'un mois, elles disaient que le fond de la mer, c'était le plus beau, et qu'on était si bien chez soi. Lorsque le soir, les sœurs, se tenant par le bras, montaient à travers l'eau profonde, la petite dernière restait toute seule, et les suivait des yeux. Elle aurait voulu pleurer,
Mais les sirènes n'ont pas de larmes, et n'en souffrent que davantage. Hélas, que n'ai-je qu'15 ans, soupira-t-elle. Je sais que moi j'aimerais le monde de là-haut, et les hommes qui y construisent leur demeure. Eh bien, tu vas échapper à notre autorité, lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière. Viens, que je te pare comme tes sœurs. Elle mit sur ses cheveux une couronne de lys blanc, dont chaque pétale était une demi-perle, et elle lui fit attacher 8 huîtres à sa queue, pour marquer sa haute naissance. Ça fait mal, dit la petite. Il faut souffrir pour être belle, dit la vieille. Oh, que la petite aurait aimé secouer d'elle toutes ses parures et déposer cette lourde couronne. Les fleurs rouges de son jardin lui seyaient 1000 fois mieux, mais elle n'osait pas à présent en changer. Au revoir, dit-elle, en s'élevant aussi légère et brillante qu'une bulle à travers les eaux. Le soleil venait de se coucher lorsqu'elle sortit sa tête à la surface, mais les nuages portaient encore son reflet de rose et d'or, et dans l'atmosphère tendre scintillait l'étoile du soir, si douce et si belle. L'air était pur et frais, et la mer sans un pli. Un grand navire à 3 mâts se trouvait là, une seule voile tendue, car il n'y avait pas le moindre souffle de vent, et tous à la ronde sur les cordages et sur les vergues, les matelots étaient assis. On faisait de la musique, on chantait, et lorsque le soir s'assombrit, on alluma des centaines de lumières de couleurs diverses. On eût dit que flottaient dans l'air les drapeaux de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre du salon du navire, et chaque fois qu'une vague la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une réunion de personnes en grande toilette. Le plus beau de tous était un jeune prince aux yeux noirs, ne paraissant guère plus de 16 ans. C'était son anniversaire, c'est pourquoi il y avait grande fête. Les marins dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince y apparut, des centaines de fusées montèrent vers le ciel et éclatèrent en éclairant comme en plein jour. La petite sirène en fut tout effrayée et replongea dans l'eau, mais elle releva bien vite de nouveau la tête, et il lui parut alors que toutes les étoiles du ciel tombaient sur elle. Jamais elle n'avait vu pareille magie embrasée. De grands soleils flamboyants tournoyaient, des poissons de feu s'élançaient dans l'air bleu, et la mer paisible réfléchissait toutes ces lumières. Sur le navire, il faisait si clair qu'on pouvait voir le moindre cordage, et naturellement, les personnes. Que le jeune prince était beau. Il serrait les mains à la ronde, tandis que la musique s'élevait dans la belle nuit. Il se faisait tard, mais la petite sirène ne pouvait détacher ses regards du bateau, ni du beau prince. Les lumières colorées s'éteignirent, plus de fusées dans l'air, plus de canons. Seulement, dans le plus profond de l'eau, un sourd grondement. Elle flottait sur l'eau et les vagues la balançaient, en sorte qu'elle voyait l'intérieur du salon. Le navire prenait de la vitesse, l'une après l'autre. On larguait les voiles, la mer devenait houleuse, de gros nuages parurent, des éclairs sillonnèrent au loin le ciel. Il allait faire un temps épouvantable. Alors, vite, les matelots replièrent les voiles. Le grand navire roulait dans une course folle sur la mer démontée. Les vagues, en haute montagne noire, déferlaient sur le grand mât comme pour l'abattre. Le bateau plongeait comme un cygne entre les lames et s'élevait ensuite sur elle. Les marins, eux, si la petite sirène s'amusait de cette course, semblaient ne pas la goûter. Le navire craquait de toutes parts, les épais cordages ployaient sous les coups. La mer attaquait. Bientôt, le mât se brisa par le milieu comme un simple roseau. Le bateau prit de la bande, l'eau envahit la cale. Alors seulement, la petite sirène comprit qu'il y avait danger. Elle devait elle-même se garder des poutres et des épaves tourbillonnant dans l'eau. Un instant, tout fut si noir qu'elle ne vit plus rien, et tout à coup, le temps d'un éclair, elle les aperçut tous sur le pont. Chacun se sauvait comme il pouvait. C'était le jeune prince qu'elle cherchait du regard, et lorsque le bateau s'entr'ouvrit, elle le vit s'enfoncer dans la mer profonde. Elle en eut d'abord de la joie à la pensée qu'il descendait chez elle. Mais ensuite, elle se souvint que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et qu'ils ne pourraient atteindre que mort le château de son père. Non, il ne fallait pas qu'il mourût.
Elle nagea au milieu des épaves qui pouvaient l'écraser, plongea profondément, puis remonta très haut au milieu des vagues. Et enfin, elle approcha le prince. Il n'avait presque plus la force de nager. Ses bras et ses jambes déjà s'immobilisaient. Ses beaux yeux se fermaient. Il serait mort sans la petite sirène. Quand vint le matin, la tempête s'était apaisée. Pas le moindre débris du bateau n'était en vue. Le soleil se leva, rouge et étincelant, et semblant ranimer les joues du prince. Mais ses yeux restaient clos. La petite sirène déposa un baiser sur son beau front élevé et repoussa ses cheveux ruisselants. Elle voyait maintenant devant elle la terre ferme aux hautes montagnes bleues couvertes de neige, aux belles forêts vertes descendant jusqu'à la côte. Une église ou un cloître s'élevait là. Elle ne savait au juste. Mais c'était un bâtiment. Des citrons et des oranges poussaient dans le jardin, et devant le portail se dressaient des palmiers. La mer creusait là une petite crique à l'eau parfaitement calme, mais très profonde, baignant un rivage rocheux couvert d'un sable blanc très fin. Elle nagea jusque-là avec le beau prince, le déposa sur le sable en ayant soin de relever sa tête sous les chauds rayons du soleil. Les cloches se mirent à sonner dans le grand édifice blanc, et des jeunes filles traversèrent le jardin. Alors, la petite sirène s'éloigna à la nage, et se cacha derrière quelques hauts récifs émergeant de l'eau. Elle couvrit d'écume ses cheveux et sa gorge pour passer inaperçue, et se mit à observer qui allait venir vers le pauvre prince. Une jeune fille ne tarda pas à s'approcher. Elle eut d'abord grand-peur, mais un instant seulement. Puis, elle courut chercher du monde. La petite sirène vit le prince revenir à lui. Il sourit à tous à la ronde, mais pas à elle. Il ne savait pas qu'elle l'avait sauvé. Elle en eut grand-peine, et lorsque le prince eut été porté dans le grand bâtiment, elle plongea, désespérée, et retourna chez elle au palais de son père. Elle avait toujours été silencieuse et pensive. Elle le devint bien davantage. Ses sœurs lui demandèrent ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Bien souvent, le soir et le matin, elle montait jusqu'à la place où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, et elle les vit cueillir. Elle vit la neige fondre sur les hautes montagnes, mais le prince, elle ne le vit pas, et elle retournait chez elle toujours plus désespérée. À la fin, elle n'y tint plus et se confia à l'une de ses sœurs. Aussitôt, les autres furent au courant, mais elle seulement, et 2 ou 3 autres sirènes qui ne le répétèrent qu'à leurs amies les plus intimes. L'une d'elles savait qui était le prince. Elle avait vu aussi la fête à bord. Elle savait d'où il était, où se trouvait son royaume. « Viens, petite sœur, dirent les autres princesses. Et, s'enlaçant, elles montèrent en une longue chaîne vers la côte où s'élevait le château du prince. Par les vitres claires des hautes fenêtres, on voyait les salons magnifiques où pendaient de riches rideaux de soie et de précieuses portières. Les murs s'ornaient, pour le plaisir des yeux, de grandes peintures. Dans la plus grande salle chantait un jet d'eau jaillissant très haut vers la verrière du plafond. Elle savait maintenant où il habitait, et elle revint souvent, le soir et la nuit. Elle s'avançait dans l'eau bien plus près du rivage qu'aucune de ses sœurs n'avait osé le faire. Oui, elle entra même dans l'étroit canal passant sous le balcon de marbre, qui jetait une longue ombre sur l'eau, et là, elle restait à regarder le jeune prince, qui se croyait seul au clair de lune. Bien des nuits, lorsque les pêcheurs étaient en mer avec leurs torches, elle les entendit dire du bien du jeune prince. Elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie lorsqu'il roulait à demi-mort dans les vagues. Lui ne savait rien de tout cela. Il ne pouvait même pas rêver d'elle. De plus en plus, elle en venait à chérir les humains. De plus en plus, elle désirait pouvoir monter parmi eux. Leur monde, pensait-elle, était bien plus vaste que le sien. Ne pouvait-il pas, sur leur bateau, sillonner les mers, escalader les montagnes bien au-dessus des nuages, et les pays qu'ils possédaient, ne s'étendaient-ils pas en forêts et champs, bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient saisir? Elle voulait savoir tant de choses pour lesquelles ses sœurs n'avaient pas toujours de réponse. C'est pourquoi elle interrogea sa vieille grand-mère, bien informée du monde d'en haut, comme elle appelait fort justement les pays au-dessus de la mer. « Si les hommes ne se noient pas,
demandait la petite sirène. Peuvent-ils vivre toujours, et ne meurent-ils pas comme nous autres ici, au fond de la mer? Si, dit la vieille, il leur faut mourir aussi, et la durée de leur vie est même plus courte que la nôtre. Nous pouvons atteindre 300 ans, mais lorsque nous cessons d'exister ici, nous devenons écume sur les flots, sans même une tombe parmi ceux que nous aimons. Nous n'avons pas d'âme immortelle, nous ne reprenons jamais vie, pareil au roseau vert qui, une fois coupé, ne reverdit jamais. Les hommes, au contraire, ont une âme qui vit éternellement, qui vit lorsque leur corps est retourné en poussière. Elle s'élève dans l'air limpide jusqu'aux étoiles scintillantes. De même que nous émergeons de la mer pour voir les pays des hommes, ils montent vers des pays inconnus et pleins de délices que nous ne pourrons jamais voir. Pourquoi n'avons-nous pas une âme éternelle? Dit la petite, attristée. Je donnerais les centaines d'années que j'ai à vivre pour devenir un seul jour un être humain et avoir part ensuite au monde céleste. Ne pense pas à tout cela, dit la vieille. Nous vivons beaucoup mieux et sommes bien plus heureux que les hommes là-haut. Donc, il faudra que je meure et flotte comme écume sur la mer et n'entende jamais plus la musique des vagues, ne voie plus les fleurs ravissantes et le rouge soleil. Ne puis-je rien faire pour gagner une vie éternelle? Non, dit la vieille, à moins que tu sois si cher à un homme, que tu sois pour lui plus que père et mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées, de tout son amour, qu'il fasse par un prêtre mettre sa main droite dans la tienne en te promettant fidélité ici-bas et dans l'éternité. Alors, son âme glisserait dans ton corps et tu aurais part au bonheur humain. Il te donnerait une âme et conserverait la sienne. Mais cela ne peut jamais arriver. Ce qui est ravissant ici dans la mer, ta queue de poisson, ils la trouvent très laide là-haut, sur la terre. Ils n'y entendent rien pour être beaux, il leur faut avoir deux grossières colonnes qu'ils appellent des jambes. La petite sirène soupira et considéra sa queue de poisson avec désespoir. Allons, un peu de gaieté, dit la vieille. Nous avons 300 ans pour sauter et danser. C'est un bon laps de temps. Ce soir, il y a bal à la cour. Il sera toujours temps de sombrer dans le néant. Ce bal fut, il est vrai, splendide, comme on n'en peut jamais voir sur la terre. Les murs et le plafond dans la grande salle étaient d'un vert épais, mais clair. Plusieurs centaines de coquillots roses et verts prés étaient rangés de chaque côté et jetaient une intense clarté de feu bleu qui illuminait toute la salle et brillait à travers les murs, de sorte que la mer, au dehors, en était toute illuminée. Les poissons innombrables, grands et petits, nageaient contre les murs de verre, luisant d'écailles pourpres ou étincelant comme l'argent et l'or. Au travers de la salle coulait un large fleuve, sur lequel dansaient tritons et sirènes au son de leurs propres chants délicieux. La voix de la petite sirène était la plus jolie de toutes. On l'applaudissait et son cœur en fut un instant éclairé de joie, car elle savait qu'elle avait la plus belle voix sur terre et sous l'onde. Mais très vite, elle se reprit à penser au monde au-dessus d'elle. Elle ne pouvait oublier le beau prince, ni son propre chagrin de ne pas avoir comme lui une âme immortelle. C'est pourquoi elle se glissa hors du château de son père, et tandis que là tout était chant et gaieté, elle s'assit, désespérée, dans son petit jardin. Soudain, elle entendit le son d'un corps venant vers elle, à travers l'eau. Il s'embarque sans doute là-haut maintenant, celui que j'aime plus que père et mère, celui vers lequel vont toutes mes pensées et dans la main de qui je mettrai tout le bonheur de ma vie. J'oserai tout pour les gagner, lui et une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, j'irai chez la sorcière Marine. Elle m'a toujours fait si peur, mais peut-être pourra-t-elle me conseiller et m'aider. Alors, la petite sirène sortit de son jardin et nagea vers les tourbillons mugissants, derrière lesquels habitait la sorcière. Elle n'avait jamais été de ce côté, où ne poussait aucune fleur, aucune herbe marine. Il n'y avait là rien qu'un fond de sable gris et nu s'étendant jusqu'au gouffre. L'eau y bruissait comme une roue de moulin, tourbillonnait et arrachait tout ce qu'elle pouvait atteindre et l'entraînait vers l'abîme. Il fallait à la petite traverser tous ces terribles tourbillons pour arriver au quartier où habitait la sorcière. Et sur un long trajet,
Il fallait passer au-dessus de vases chaudes et bouillonnantes que la sorcière appelait sa tourbière. Au-delà s'élevait sa maison au milieu d'une étrange forêt. Les arbres et les buissons étaient des polypes, mi-animaux, mi-plantes. Ils avaient l'air de serpents aux centaines de têtes sorties de terre. Toutes les branches étaient des bras, longs et visqueux, aux doigts souples comme des vers, et leurs anneaux remuaient de la racine à la pointe. Ils s'enroulaient autour de tout ce qu'ils pouvaient saisir dans la mer et ne lâchaient jamais prise. Debout dans la forêt, la petite sirène s'arrêta, tout effrayée. Son cœur battait d'angoisse et elle fut sur le point de s'en retourner. Mais elle pensa au prince, à l'âme humaine, et elle reprit courage. Elle enroula, bien serré autour de sa tête, ses longs cheveux flottants, pour ne pas donner prise aux polypes, croisa ses mains sur sa poitrine, et s'élança comme le poisson peut voler à travers l'eau, au milieu des hideux polypes qui étendaient vers elle leurs bras et leurs doigts. Elle arriva dans la forêt à un espace visqueux où s'ébattaient de grandes couleuvres d'eau, montrant des ventres jaunâtres, affreux et gras. Au milieu de cette place s'élevait une maison construite en ossements humains. La sorcière y était assise et donnait à manger à un crapaud sur ses lèvres, comme on donne du sucre à un canari. « Je sais bien ce que tu veux, » dit la sorcière, « et c'est bien bête de ta part. Mais ta volonté sera faite, car elle t'apportera le malheur, ma charmante princesse. Tu voudrais te débarrasser de ta queue de poisson, et avoir à sa place 2 moignons pour marcher comme le font les hommes, afin que le jeune prince s'éprenne de toi, que tu puisses l'avoir, en même temps qu'une âme immortelle. » À cet instant, la sorcière éclata d'un rire si bruyant et si hideux que le crapaud et les couleuvres tombèrent à terre et grouillèrent. « Tu viens juste au bon moment, » ajouta-t-elle. « Demain matin, au lever du soleil, je n'aurai plus pu t'aider avant une année entière. Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras, avant le lever du jour jusqu'à la côte. Et là, assis sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent 2 jolies jambes. Mais cela fait mal. Tu souffriras comme si la lame d'une épée te traversait. Tous, en te voyant, diront que tu es la plus ravissante enfant des hommes qu'ils aient jamais vue. Tu garderas ta démarche ailée, nulle danseuse n'aura ta légèreté. Mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu veux souffrir tout cela, je t'aiderai. Oui, dit la petite princesse, d'une voix tremblante en pensant au prince et à son âme immortelle. Mais n'oublie pas, dit la sorcière, que lorsque tu auras une apparence humaine, tu ne pourras jamais redevenir sirène, jamais redescendre auprès de tes sœurs dans le palais de ton père. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince, au point qu'il oublie pour toi son père et sa mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées et demande au pasteur d'unir vos mains, afin que vous soyez mari et femme, alors tu n'auras jamais une âme immortelle. Le lendemain matin du jour où il en épouserait une autre, ton cœur se briserait, et tu ne serais plus qu'écume sur la mer. « Je le veux, » dit la petite sirène, pâle comme une morte. « Mais moi, il faut aussi me payer, » dit la sorcière, « et ce n'est pas peu de choses que je te demande. Tu as la plus jolie voix de toutes, ici-bas, et tu crois sans doute grâce à elle ensorceler ton prince. Mais cette voix, il faut me la donner. Le meilleur de ce que tu possèdes, il me le faut, pour mon précieux breuvage. Moi, j'y mets de mon sang, afin qu'il soit coupant comme une lame à 2 tranchants. Mais si tu prends ma voix, dit la petite sirène, que me restera-t-il? Ta forme ravissante, ta démarche ailée et le langage de tes yeux. C'est assez pour séduire un cœur d'homme. Allons, as-tu déjà perdu courage? Tends ta jolie langue, afin que je la coupe, pour me payer, et je te donnerai le philtre tout-puissant. Qu'il en soit ainsi, dit la petite sirène, et la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire cuire la drogue magique. La propreté est une bonne chose, dit-elle, en récurant le chaudron avec des couleuvres dont elle avait fait un nœud. Elle s'égratigna le sein et laissa couler son sang épais et noir,
La vapeur s'élevait en silhouettes étranges, terrifiantes. À chaque instant, la sorcière jetait quelque chose dans le chaudron, et la mixture se mit à bouillir. On eût cru entendre pleurer un crocodile. Enfin, le filtre fut à point. Il était clair, comme l'eau la plus pure. Voilà, dit la sorcière, et elle coupa la langue de la petite sirène. Muette, elle ne pourrait jamais plus ni chanter, ni parler. Si les polypes essaient de t'agripper, lorsque tu retourneras à travers la forêt, jette une seule goutte de ce breuvage sur eux, et leurs bras et leurs doigts se briseront en 1000 morceaux. La petite sirène n'eut pas à le faire. Les polypes reculaient, effrayés, en voyant le filtre lumineux qui brillait dans sa main comme une étoile. Elle traversa rapidement la forêt, le marais et le courant mugissant. Elle était devant le palais de son père. Les lumières étaient éteintes. Dans la grande salle de bal, tout le monde dormait sûrement, et elle n'osa pas aller auprès des siens, maintenant qu'elle était muette, et allait les quitter pour toujours. Il lui sembla que son cœur se brisait de chagrin. Elle se glissa dans le jardin, cueillit une fleur du parterre de chacune de ses sœurs, envoya de ses doigts 1000 baisers au palais, et monta à travers l'eau sombre et bleue de la mer. Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'elle vit le palais du prince et gravit les degrés du magnifique escalier de marbre. La lune brillait merveilleusement claire. La petite sirène but l'âpre et brûlante mixture. Ce fut comme si une épée à double tranchant fendait son tendre corps. Elle s'évanouit et resta étendue, comme morte. Lorsque le soleil resplendit au-dessus des flots, elle revint à elle et ressentit une douleur aiguë. Mais, devant elle, debout, se tenait le jeune prince, ses yeux noirs fixés si intensément sur elle qu'elle en baissa les siens et vit qu'à la place de sa queue de poisson disparue, elle avait les plus jolies jambes blanches qu'une jeune fille pût avoir. Et comme elle était tout à fait nue, elle s'enveloppa dans sa longue chevelure. Le prince demanda qui elle était, comment elle était venue là, mais elle leva vers lui doucement, mais tristement, ses grands yeux bleus, puisqu'elle ne pouvait parler. Alors il la prit par la main et la conduisit au palais. À chaque pas, comme la sorcière l'en avait prévenu, il lui semblait marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux aiguisés, mais elle supportait son mal. Sa main dans la main du prince, elle montait, aussi légère qu'une bulle, et lui-même et tous les assistants s'émerveillèrent de sa démarche gracieuse et ondulante. On lui fit revêtir les plus précieux vêtements de soie et de mousseline. Elle était au château la plus belle, mais elle restait muette. Des esclaves ravissantes, parées de soie et d'or, venaient chanter devant le prince et ses royaux parents. L'une d'elles avait une voix plus belle encore que les autres. Le prince l'applaudissait et lui souriait. Alors, une tristesse envahit la petite sirène. Elle savait qu'elle-même aurait chanté encore plus merveilleusement, et elle pensait: oh, si seulement il savait que pour rester près de lui, j'ai renoncé à ma voix, à tout jamais. Puis les esclaves commencèrent à exécuter, au son d'une musique admirable, des danses légères et gracieuses. Alors la petite sirène, élevant ses beaux bras blancs, se dressa sur la pointe des pieds et dansa avec plus de grâce qu'aucune autre. Chaque mouvement révélait davantage le charme de tout son être, et ses yeux s'adressaient au cœur plus profondément que le chant des esclaves. Tous en étaient enchantés, et surtout le prince qui l'appelait sa petite enfant trouvée. Elle continuait à danser et à danser, mais chaque fois que son pied touchait le sol, c'était comme si elle avait marché sur des couteaux aiguisés. Le prince voulut la voir toujours auprès de lui. Il lui permit de dormir devant sa porte sur un coussin de velours. Il lui fit faire un habit d'homme pour qu'elle pût le suivre à cheval. Il chevauchait à travers les bois embaumés, où les branches vertes lui battaient les épaules, et les petits oiseaux chantaient dans les frais feuillages. Elle grimpa avec le prince sur les hautes montagnes, et quand ses pieds si délicats saignaient et que les autres s'en apercevaient, elle riait et le suivait là-haut, d'où ils admiraient les arbres, les nuages défilant au-dessous d'eux, comme un vol d'oiseaux migrateurs, partant vers les cieux lointains. La nuit, au château du prince, lorsque les autres dormaient,
Elle sortait sur le large escalier de marbre, et debout dans l'eau froide, elle rafraîchissait ses pieds brûlants. Et puis, elle pensait aux siens, en bas, au fond de la mer. Une nuit, elle vit ses sœurs qui nageaient enlacées. Elle chantait tristement et elle leur fit signe. Ses sœurs la reconnurent et lui dirent combien elle avait fait de peine à tous. Depuis lors, elles lui rendirent visite chaque soir. Une fois même, la petite sirène aperçut au loin sa vieille grand-mère qui depuis bien des années n'était montée à travers la mer, et même le roi, son père, avec sa couronne sur la tête. Tous deux lui tendaient le bras, mais n'osaient s'approcher autant que ses sœurs. De jour en jour, elle devenait plus chère au prince. Il l'aimait, comme on aime un gentil enfant tendrement chéri. Mais en faire une reine, il n'en avait pas la moindre idée. Et c'est sa femme qu'il fallait qu'elle devînt. Sinon, elle n'aurait jamais une âme immortelle. Et, au matin qui suivrait le jour de ses noces, elle ne serait plus qu'écume sur la mer. Ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres sembla dire les yeux de la petite sirène quand il la prenait dans ses bras et baisait son beau front. Oui, tu m'es la plus chère, disait le prince, car ton cœur est le meilleur. Tu m'es la plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille une fois aperçue, mais que je ne retrouverai sans doute jamais. J'étais sur un vaisseau qui fit naufrage. Les vagues me jetèrent sur la côte, près d'un temple desservi par quelques jeunes filles. La plus jeune me trouva sur le rivage et me sauva la vie. Je ne l'ai vue que 2 fois, et elle est la seule que j'eusse pu aimer d'amour en ce monde. Mais toi, tu lui ressembles. Tu effaces presque son image dans mon âme, puisqu'elle appartient au temple. C'est ma bonne étoile qui t'a envoyé à moi. Nous ne nous quitterons jamais. Hélas, il ne sait pas que c'est moi qui ai sauvé sa vie, pensait la petite sirène. Je l'ai porté sur les flots jusqu'à la forêt, près de laquelle s'élève le temple. Puis je me cachai derrière l'écume et regardais si personne ne viendrait. J'ai vu la belle jeune fille, qui l'aime plus que moi. La petite sirène poussa un profond soupir. Pleurer, elle ne le pouvait pas. La jeune fille appartient au lieu saint. Elle n'en sortira jamais pour retourner dans le monde. Ils ne se rencontreront plus. Moi, je suis chez lui. Je le vois tous les jours. Je le soignerai. Je l'adorerai. Je lui dévouerai ma vie. Mais voilà qu'on commence à murmurer que le prince va se marier, qu'il épouse la ravissante jeune fille du roi voisin, que c'est pour cela qu'il arme un vaisseau magnifique. On dit que le prince va voyager pour voir les états du roi voisin. Mais c'est plutôt pour voir la fille du roi voisin, et une grande suite l'accompagnera. Mais la petite sirène secoue la tête et rit. Elle connaît les pensées du prince bien mieux que tous les autres. Je dois partir en voyage, lui avait-il dit. Je dois voir la belle princesse. Mes parents l'exigent, mais m'obliger à la ramener ici, en faire mon épouse, cela, ils n'y réussiront pas. Je ne peux pas l'aimer d'amour, elle ne ressemble pas comme toi, à la belle jeune fille du temple. Si je devais un jour choisir une épouse, ce serait plutôt toi, mon enfant trouvé qui ne dit rien, mais dont les yeux parlent. Et il baisait ses lèvres rouges, jouait avec ses longs cheveux et posait sa tête sur son cœur qui se mettait à rêver de bonheur humain et d'une âme immortelle. Toi, tu n'as sûrement pas peur de la mer, ma petite muette chérie, lui dit-il, lorsqu'ils montèrent à bord du vaisseau qui devait les conduire dans le pays du roi voisin. Il lui parlait de la mer tempétueuse et de la mer calme, des étranges poissons des grandes profondeurs et de ce que les plongeurs y avaient vu. Elle souriait de ce qu'il racontait. Ne connaissait-elle pas mieux que quiconque le fond de l'océan? Dans la nuit, au clair de lune, alors que tous dormaient à bord, sauf le marin au gouvernail debout près du bastingage, elle scrutait l'eau limpide. Il lui semblait voir le château de son père, et dans les combles, sa vieille grand-mère, couronne d'argent sur la tête, cherchant des yeux à travers les courants la quille du bateau. Puis ses sœurs arrivèrent à la surface, la regardant tristement et tordant leurs mains blanches. Elle leur fit signe, leur sourit, voulut leur dire que tout allait bien, qu'elle était heureuse, mais un mousse s'approchant, les sœurs replongèrent et le garçon demeura persuadé que cette blancheur aperçue n'était qu'écume sur l'eau. Le lendemain matin, le vaisseau fit son entrée dans le port splendide de la capitale du roi voisin.
Les cloches des églises sonnaient. Du haut des tours, on soufflait dans les trompettes tandis que les soldats sous les drapeaux flottants présentaient les armes. Chaque jour, il y eut fête. Bals et réceptions se succédaient, mais la princesse ne paraissait pas encore. On disait qu'elle était élevée au loin, dans un couvent où lui étaient enseignées toutes les vertus royales. Elle vint, enfin. La petite sirène était fort impatiente de juger de sa beauté. Il lui fallut reconnaître qu'elle n'avait jamais vu fille plus gracieuse. Sa peau était douce et pâle, et derrière les longs cils, deux yeux fidèles, d'un bleu sombre, souriaient. C'était la jeune fille du temple. « C'est toi, dit le prince. Je te retrouve, toi qui m'as sauvé lorsque je gisais comme mort sur la grève. » Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. « Oh, je suis trop heureux, dit-il à la petite sirène. Voilà que se réalise ce que je n'eusse jamais osé espérer. Toi, qui m'aimes mieux que tous les autres, tu te réjouiras de mon bonheur. » La petite sirène lui baisait les mains, mais elle sentait son cœur se briser. Ne devait-elle pas mourir au matin qui suivrait les noces? Mourir, et n'être plus qu'écume sur la mer? Des héros parcouraient les rues à cheval, proclamant les fiançailles. Bientôt, toutes les cloches des églises sonnèrent. Sur tous les autels des huiles parfumées brûlaient dans de précieux vases d'argent. Les prêtres balancèrent les encensoirs et les époux se tendirent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque. La petite sirène, vêtue de soie et d'or, tenait la traîne de la mariée, mais elle n'entendait pas la musique sacrée. Ses yeux ne voyaient pas la cérémonie sainte. Elle pensait à la nuit de sa mort, à tout ce qu'elle avait perdu en ce monde. Le soir même, les époux s'embarquèrent aux salves des canons, sous les drapeaux flottants. Au milieu du pont, une tente d'or et de pourpre avait été dressée, garnie de coussins moelleux où les époux reposeraient dans le calme et la fraîcheur de la nuit. Les voiles se gonflèrent au vent, et le vaisseau glissa sans effort et sans presque se balancer sur la mer limpide. La nuit venue, on alluma des lumières de toutes les couleurs et les marins se mirent à danser. La petite sirène pensait au soir où, pour la première fois, elle avait émergé de la mer et avait aperçu le même faste et la même joie. Elle se jeta dans le tourbillon de la danse, ondulant comme ondule un cygne pour chasser, et tout le monde l'acclamait et l'admirait. Elle n'avait jamais dansé si divinement. Si des lames aiguës transperçaient ses pieds délicats, elle ne les sentait même pas. Son cœur était meurtri d'une bien plus grande douleur. Elle savait qu'elle le voyait pour la dernière fois. Lui, pour lequel elle avait abandonné les siens et son foyer, perdu sa voix exquise et souffert chaque jour d'indicibles tourments, sans qu'il en eût connaissance. C'était la dernière nuit où elle respirait le même air que lui, la dernière fois qu'elle pouvait admirer cette mer profonde, ce ciel plein d'étoiles. La nuit éternelle, sans pensée et sans rêve, l'attendait, elle qui n'avait pas d'âme et n'en pouvait espérer. Sur le navire, tout fut plaisir et réjouissance, jusque bien avant dans la nuit. Elle dansait et riait, mais la pensée de la mort était dans son cœur. Le prince embrassait son exquise épouse, qui caressait les cheveux noirs de son époux, puis la tenant à son bras, il l'amena se reposer sous la tente splendide. Alors, tout fut silence et calme sur le navire. Seul veillait l'homme à la barre. La petite sirène appuya ses bras sur le bastingage et chercha à l'orient la première lueur rose de l'aurore, le premier rayon du soleil qui allait la tuer. Soudain, elle vit ses sœurs apparaître au-dessus de la mer. Elles étaient pâles comme elle-même, leurs longs cheveux ne flottaient plus au vent. On les avait coupés. Nous les avons sacrifiées chez la sorcière pour qu'elle nous aide, pour que tu ne meures pas cette nuit. Elle nous a donné un couteau. Le voici. Regarde comme il est aiguisé. Avant que le jour ne se lève, il faut que tu le plonges dans le cœur du prince, et lorsque son sang tout chaud tombera sur tes pieds, ils se réuniront en une queue de poisson et tu redeviendras sirène. Tu pourras descendre sous l'eau jusque chez nous et vivre 300 ans avant de devenir un peu d'écume salée.
Hâte-toi, l'un de vous deux doit mourir avant l'aurore. Notre vieille grand-mère a tant de chagrin qu'elle a, comme nous, laissé couper ses cheveux blancs par les ciseaux de la sorcière. Tue le prince, et reviens-nous. Hâte-toi. Ne vois-tu pas déjà cette traînée rose à l'horizon? Dans quelques minutes, le soleil se lèvera, et il te faudra mourir. Un soupir étrange monta à leurs lèvres, et elles s'enfoncèrent dans les vagues. La petite sirène écarta le rideau de pourpre de la tente. Elle vit la douce épousée dormant, la tête appuyée sur l'épaule du prince. Alors, elle se pencha et posa un baiser sur le beau front du jeune homme. Son regard chercha le ciel de plus en plus envahi par l'aurore, puis le poignard pointu, puis à nouveau le prince, lequel, dans son sommeil, murmurait le nom de son épouse qui occupait seule ses pensées, et le couteau trembla dans sa main. Alors, tout à coup, elle le lança au loin dans les vagues qui rougirent à l'endroit où il toucha les flots, comme si des gouttes de sang jaillissaient à la surface. Une dernière fois, les yeux voilés, elle contempla le prince et se jeta dans la mer, où elle sentit son corps se dissoudre en écume. Maintenant, le soleil surgissait majestueusement de la mer. Ses rayons tombaient doux et chauds sur l'écume glacée, et la petite sirène ne sentait pas la mort. Elle voyait le clair soleil, et au-dessus d'elle planaient des centaines de charmants êtres transparents. À travers eux, elle apercevait les voiles blanches du navire, les nuages roses du ciel. Leur voix était mélodieuse, mais si immatérielle qu'aucune oreille terrestre ne pouvait les capter, pas plus qu'aucun regard humain ne pouvait les voir. Sans elles flottaient par leur seule légèreté à travers l'espace. La petite sirène sentit qu'elle avait un corps comme le leur, qui s'élevait de plus en plus haut, au-dessus de l'écume. « Où vais-je » demanda-t-elle, et sa voix, comme celle des autres êtres, était si immatérielle qu'aucune musique humaine ne peut l'exprimer. « Chez les filles de l'air, répondirent-elles. Une sirène n'a pas d'âme immortelle, ne peut jamais en avoir, à moins de gagner l'amour d'un homme. C'est d'une volonté étrangère que dépend son existence éternelle. Les filles de l'air n'ont pas non plus d'âme immortelle, mais elles peuvent, par leurs bonnes actions, s'en créer une. Nous nous envolons vers les pays chauds, où les effluves de la peste tuent les hommes. Nous y soufflons la fraîcheur. Nous répandons le parfum des fleurs dans l'atmosphère, et leur arôme porte le réconfort et la guérison. Lorsque durant 300 ans nous nous sommes efforcés de faire le bien, tout le bien que nous pouvons, nous obtenons une âme immortelle, et prenons part à l'éternelle félicité des hommes. Toi, pauvre petite sirène, tu as de tout cœur cherché le bien comme nous, tu as souffert et supporté de souffrir, tu t'es haussé jusqu'au monde des esprits de l'air. Maintenant, tu peux, toi-même, par tes bonnes actions, te créer une âme immortelle dans 300 ans. Alors, la petite sirène leva ses bras transparents vers le soleil de Dieu, et pour la première fois, des larmes montèrent à ses yeux. Sur le bateau, la vie et le bruit avaient repris. Elle vit le prince et sa belle épouse la chercher de tous côtés. Elle les vit fixer tristement leurs regards sur l'écume dansante, comme s'ils avaient deviné qu'elle s'était précipitée dans les vagues. Invisible, elle baisa le front de l'époux, lui sourit, et avec les autres filles de l'air, elle monta vers les nuages roses qui voguaient dans l'air. Dans 300 ans, nous entrerons ainsi au royaume de Dieu. Nous pouvons même y entrer avant, murmura l'une d'elles. Invisibles, nous pénétrons dans les maisons des hommes où il y a des enfants, et chaque fois que nous trouvons un enfant sage, qui donne de la joie à ses parents et mérite leur amour, Dieu raccourcit notre temps d'épreuve. Lorsque nous voltigeons à travers la chambre et que de bonne heure nous sourions, l'enfant ne sait pas qu'un an nous est soustrait sur les 300. Mais si nous trouvons un enfant cruel et méchant, il nous faut pleurer de chagrin, et chaque larme ajoute une journée à notre temps d'épreuve. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture qui va juste concerner la petite sirène. Si vous saviez comme c'est vrai, ça,
Là, ils ont bien roupillé toute la nuit, enfin, toute la journée, donc c'est parti pour la nuit. Alors, si vous avez remarqué un truc qui a changé, j'ai changé de lunettes. Donc ça, c'est mes lunettes de rose. C'est mes lunettes de quand je vous rapproche. C'est les lunettes de conte. Je pense que je mettrai. J'en ai des noires qui sont un peu plus épaisses que je mettrai quand il y aura les hauts de Hurlevent parce que c'est tragique. J'aurais pu mettre des lunettes noires pour la petite sirène. Bon, je suis peut-être influencée par l'esthétisme de. Il y avait quelques illustrations en fait qui faisaient vachement penser à l'orientalisme. Donc c'était un courant du 19e sans doute, peut-être même avant, où en gros on avait un peu découvert la littérature perse notamment, les contes des Mille et une nuits. Je crois bien que les contes de Mille et une nuits, les traductions d'Antoine Galland, c'est quand même bien antérieur. Je crois que c'est 17e, je me souviens plus. Mais je trouvais que dans la formulation, la petite sirène, j'ai l'impression, j'ai eu l'impression de me retrouver dans les Mille et une nuits en fait. Et mais rien que dans la formulation, il y avait des choses qui revenaient sur l'eau qui était sombre et bleue, des trucs comme ça. Ce qui fait que je suis assez intriguée par cette origine. Je pensais en fait que ça allait être un peu des sirènes nordiques. Et en fait, c'est vachement entaché de christianisme, ce qui est complètement logique vu que Andersen c'était un chrétien et bah, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Mais les espèces d'êtres de l'air qui ont embarqué la petite sirène à la fin me faisaient penser à des anges ou des sylphes, des choses comme ça. Plutôt des sylphes peut-être. C'était particulier là parce que c'est comme si les êtres fantastiques étaient en quelque sorte, moi je le vois un peu comme ça, hein, c'est comme ça que je l'interprète, inférieurs, voire au service des hommes. Les hommes qui sont mieux parce qu'ils ont une âme et parce qu'il y a Dieu et compagnie. Et ben je trouve ça un peu tristou parce que bah peut-être que ça me botterait moi d'être une sirène en fait. Je sais pas. Non, je déconne hein, comme ça, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à bien brainstormer là sur la ville 10 et parce que en fait à la fin de la légende de la ville 10, donc c'est une légende bretonne où on a le roi Gradelon qui est le roi de Cornouailles qui réside à Quimper, qui a ramené en fait une fille d'un voyage lointain. La mère est morte en mer et en gros, sa gamine, c'est tout, c'est tout. Il passe tous ses caprices, etc. Donc, il lui fait une ville, la ville 10, qui est entourée de digues parce qu'elle est en mer. C'est une ville émergée, on va dire. Et qui, si les digues cédaient, se retrouverait envahie par la mer. Donc, forcément, vous comprenez, je ne sais pas pourquoi j'ai un pouce. C'était parce que ce que je disais était extrêmement intéressant, je pense. C'était pertinent. Basile a fini. Il lui a construit une ville qui est entourée de digues, sinon elle est immergée. Et tous les soirs, on dit qu'elle a un amant qu'elle fait exécuter le matin. Et un jour, il y a l'homme rouge qui arrive, qui est, je pense, clairement une figure du diable, et qui ne couche pas avec Dahu, mais qui va lui demander, pour qu'elle le séduise, en fait, si elle veut le séduire, il lui demande les clés de la digue, les clés des digues, que son père a autour du cou. Donc la petite princesse va aller chercher les petites clés qui sont... Enfin, c'est une princesse adulte, hein. Elle va chercher les clés autour du cou de son père, les remettre à l'homme qui va ouvrir les digues et la ville sera immergée. Donc vous imaginez un peu une grosse vague qui vient faire un vlouf là-dedans. Et en gros, je sais plus si c'est Saint-Corentin ou Saint-Guénolé. Je partirais sur Saint-Guénolé, qui, je crois, ouais, enfin c'est l'un des deux, qui aide le roi à s'enfuir sur Morvark, je sais pas le dire,
qui est le cheval magique, entre guillemets, du roi Gradelon, qui peut courir sur l'eau. Et il croise sa fille qu'il prend en croupe derrière lui, sauf que Morvark, ça le noie en fait quasiment. Et Saint-Guignolé, il y a deux versions. Soit Saint-Guignolé lui fout un coup de crosse à Dahu et elle tombe dans l'eau et elle se noie. Soit Saint-Guignolé convainc le roi Gradelon de laisser tomber, en fait, de jeter sa fille à la mer et elle se noie. Et quand elle se noie, elle se transforme en Marie Morgane. Et les Marie Morgane en Bretagne sont des sirènes qui sont naufrageuses, qui vont noyer les marins, donc qui se rapprochent un peu des sirènes grecques. Et je trouvais ce côté-là assez intéressant, alors que là, on a des sirènes un peuple de tritons et de sirènes qui vit sa petite vie dans la mer, qui observe un petit peu en rêvant les hommes, et ils ont pas l'air de plus que ça avoir d'interaction avec eux. Il y a une sorcière, la sorcière elle est forcément méchante. Euh, et c'est bon, moi je suis pas très fan en fait de ce conte au final parce que on a une jeune fille qui tombe amoureuse d'un mec qui ne la voit pas, qui sacrifie tout pour l'amour cet homme qui ne l'aime pas comme elle l'aime, et qui va en plus continuer encore plus à sacrifier tout, tout en ayant la certitude que bah, c'est terminé pour elle. Donc moi, les histoires de sacrifice, honnêtement, ça me gonfle. Ça me gonfle un peu. Moi, c'est vrai que je suis pas très fan de ça. Encore s'il y a un sacrifice un petit peu héroïque, genre il y a une charge héroïque dans une bataille, pourquoi pas? Ou quelqu'un, je suis toujours dans un contexte un peu de guerre, mais quelqu'un qui va... Là, je pensais à la série, par exemple, Rogue Heroes, qui passe sur Canal, où on suit des commandos britanniques qui se tapent un peu toutes les missions suicides bien dangereuses. Oui, parce que là, c'est leur fonction, c'est un contexte de guerre, ils sont désespérés, ils se faisaient aussi beaucoup chier. Littéralement, hein. Vraiment, l'action commence parce qu'ils se font tous chier et que la situation est bloquée pour les Alliés en Afrique. C'est vraiment. Regardez cette série. Et bref, la petite sirène, je suis pas fan. Après, je suis pas fan parce que je pense que je regarde ce conte, en fait, j'ai mon regard de femme du 21e siècle dessus. Euh, j'ai pas la petite fenêtre, en fait. Je suis jamais très fan des, des histoires qui vont parler de religion. Parce que là, ça parle un peu de religion quand même. C'est assez moraliste quand même. C'est assez light quand même en termes de religion, hein. On est juste dans être gentil ou pas gentil. En gros, faire le bien ou pas. Mais bof, en fait bof. Euh, J'ai trouvé par contre que au niveau de ces descriptions, c'est toujours, hein, c'est toujours le cas chez Anatole, n'importe quoi. C'est toujours le cas chez Hans Christian Andersen. Il a des descriptions en fait des fonds marins qui, en fait, il transpose plus ou moins des paysages que l'on connaît nous dans les fonds marins, où il change un peu la couleur et compagnie. Mais parce qu'au final, dans les fonds marins, si c'est vraiment très dans le fond, on voit rien, mais il le sait pas, parce que bah, peut-être qu'à l'époque, scaphandrier, tout ça, il n'y avait pas encore. Mais du coup, il y a un petit côté un peu naïf sur la description de ces fonds marins. Voilà, je trouve ça rigolo. Bon, en même temps, des palais avec des tritons dedans et des sirènes dans les fonds marins, je pense qu'il y en a pas. Mais voilà, je trouve ça rigolo. Euh, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais pas en dire beaucoup plus. D'un côté, donc, pour ce compte-là, je suis satisfaite parce qu'on a accès à des créatures fantastiques. Donc, on a une sorcière sirène, on a des sirènes, des tritons et les espèces d'êtres de l'air. Et d'un autre côté, en fait, bah, je suis pas très fan parce que
J'ai l'impression que c'est un peu de gâché, enfin, mais ça c'est ma vision de maintenant. euh, je l'aurais traité autrement, tout simplement. Euh, Moi, les sirènes que j'aime bien, c'est les sirènes genre dans Jibaro. Jibaro, très très beau petit court-métrage de Love, Death and Robots, qui est disponible sur Netflix. De mémoire, c'est le plus long, il doit faire 17 minutes, un truc comme ça. Il m'a bouleversée, je vous jure, il m'a fait chialer ce... Et là, ça touche vraiment à la manière dont moi je traiterais plus si j'écrivais quelque chose qui relève du fantastique ou de la fantaisie, différentes créatures. Parce que la sirène dans Jibaro, elle est prédatrice, mais elle est prédatrice pourquoi? Parce qu'on a essayé de la voler. On a essayé de prendre les joyaux qui sont dans son lac, dont elle est la gardienne, et ils l'ont désirée parce que quand elle s'est pointée, qu'elle a commencé à danser sur l'eau, c'est très aérien. Elle danse à la surface de l'eau comme si elle était sur la surface d'un lac gelé. C'est hyper beau. Et on est avec à l'époque de la Conquista, la Reconquista, Conquista, je sais plus, la conquête espagnole en Amérique latine. Je Il me semble bien, hein, je sais plus exactement dans quel pays elle est. Et ça y est, c'est l'heure de faire du dodo. Et on a en gros des conquistadors qui sont déjà pétés de thunes et qui vont voir en fait ce lac avec des pépites d'or dans le fond, des perles, etc. Et puis ça va éveiller leur intérêt, ça va éveiller euh, leur avidité. Et la sirène va se lier spécialement avec un conquistador qui en fait a un handicap parce qu'il est sourd et donc il ne peut que la voir, il n'entend pas son chant et il se rend compte en fait que tous tous les autres, tous ceux qui étaient avec lui dans sa troupe se précipitent dans l'eau avec les armures, les chevaux, tout ça. Donc et je pense que déjà, essayer de nager tout habillé, ça peut pas être de la tarte, mais alors essayer de nager avec une armure, plouf, glou glou. Et ce qui fait qu'en fait, le fond du lac, il est tapissé de cadavres. Et le mec, en fait, il se rend compte que bah, il finit tout seul. Je crois qu'il finit tout seul avec quelques chevaux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Bah, il ramasse plein de d'or, etc. Il se barre. Et la sirène, elle ne comprend pas pourquoi lui, il n'est pas venu. Et son chant, en fait, c'est pas un langage. Son chant, c'est comme un chant d'oiseau, si vous voulez. De la plainte ou des trucs comme ça. Et il y a tout un jeu qui va se faire autour. Alors, il y en a qui ont vu dans ce court métrage un truc autour de la domination masculine. Moi, j'ai vu quelque chose autour de l'avidité. Et quelque chose autour de deux créatures qui ne se comprennent pas parce qu'elles ne sont pas de même nature. Mais comme nous, on pourrait tout simplement ne pas comprendre un bonobo. Pas la même créature, c'est pas les mêmes bestioles. Et bref, c'est... Jibaro, moi, ça m'avait bouleversée. Et j'adore cette histoire. J'ai pas le souvenir comme ça de d'autres bouquins avec des histoires de sirènes ou d'autres séries. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Je sais que j'aimais beaucoup la représentation des sirènes, enfin leur esthétique dans Neverland, il me semble. Enfin, il y avait un Peter Pan, peut-être Peter Pan, mais qui date un peu. Mais bref, ouais, ça m'intéresse en fait, moi, c'est une créature qui m'intéresse, la sirène. Et moi, je pense que je vais... Faut que me retrousse les manches là pour ma ville 10. Je m'arrête là. Pour vous dire qu'on est à... On est à 30% des contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Il va rester, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va rester 6 séances. 6 séances. Donc le prochain coup, il y aurait a priori
la plume et l'encrier, la princesse au petit pois, la princesse et le porcher. Et j'arrive pas à lire. Quelque chose. Parce qu'après, il y aura La Reine des Neiges où ça sera juste un épisode tout seul. Parce qu'il est long. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Passez un bon samedi. À demain pour les Hauts de Hurlevent. Et à mercredi pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de lire un truc d'ici là quand même parce que je vais pas vous faire que des book hauls, quoi. Bon, en tout cas, de mon côté, ça bouge un peu. Et là, je viens de me faire un gros shot d'assurance, de confiance en moi. Donc, je suis prête pour plein de trucs. Non, mais en plus, c'est cool. Je trouve que j'ai très bien géré mon temps pour différentes choses. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu vas te pendre, toi, mon pépère. Bah oui, il faut pas passer la tête dans les câbles. Voilà. T'as vu, t'es pas pendu, c'est bon. À tout bientôt. Salut.